Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode 107. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2024 et je suis entouré de gens merveilleux tels que Antoine Sabot-Duran. Bonjour. Erwan Rouilleux. Bonjour. Et Florentin Dubois. Bonjour. Et moi-même, Horacio González. Bon bah, je suis très content de qu'on soit là. On a plein de sujets à traiter aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on va commencer par se présenter. Antoine, qui tu es? Voilà. Alors, donc moi je suis un architecte tech lead expert, plutôt en technologie Java. Aujourd'hui, je travaille pour une société de conseil qui s'appelle Siam, qui est basée à Paris et à Toulon, et j'interviens chez des clients soit pour comment sauver des projets qui sont plantés, des gros projets en général, soit les concevoir. Donc c'est ce que j'étais amené à faire ces 3 dernières années, où j'ai travaillé sur un très gros projet pour une très grosse banque et où j'ai fait du cloud justement dessus. Et avant ça, j'ai des vies antérieures, la plus intéressante étant que j'ai été chez Red Hat pendant 7 ans. Et voilà, exactement. Le mien, il est un peu plus usé que ça. Moi, j'en ai un vrai. Donc chez Red Hat, j'ai été en charge de spécifications sur Java EE, principalement CDI. Depuis, c'est devenu Jakarta EE, et la spécification microprofile. Donc j'ai travaillé sur les spécifications fault tolerance et health check. Et puis j'étais un peu là, on va dire, au lancement de Quarkus avant de partir, pour revenir vers le service, mes premières amours. Voilà. Et tu as un joli titre de Java Champion. Ah oui, je suis Java Champion. Bah je suis Java Champion. Je suis Outstanding Spec Lead en 2017 ou 2018. Non, le Most Outstanding Spec Lead, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un titre très... J'ai un joli truc en plexiglas dans le salon. Waouh. Voilà. Stylé. Bon, c'est stylé, hein. Nickel. Erwan, et qui tu es? Moi je suis un geek autodidacte qui a eu le privilège de servir pendant 10 ans une association à but non lucratif qui s'appelle la Mission laïque française, qui a pour but de construire et d'opérer des écoles françaises à l'étranger de façon associative, et donc j'ai été DSI de cette structure, et puis depuis peu j'ai eu le plaisir de rejoindre Clever Cloud pour animer toute la partie croissance internationale en tant que vice-président. Nickel. Et Flo, tu nous rappelles qui tu es, parce que tu es un habitué de Massy quand même. J'ai fait quelques épisodes, effectivement, mais c'était plus aux alentours des épisodes 50 de mémoire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Florentin Dubois, du coup je suis Engineering Manager à Clever Cloud. Je travaille beaucoup sur la partie réseau et automatisation autour du réseau. Et l'opérationnel, du load balancing, un petit peu de tout à Clever. Voilà. Bah, merci. Et moi, vous savez, les discours blablabla, espagnol perdu en Bretagne, blablabla, les petits accents que vous pouvez apercevoir et tout ça, je ne vous les refais pas. Je m'occupe de la partie DevRel chez Clever Cloud et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer ce podcast. Bon, vu qu'on a fait les présentations, on peut attaquer. J'ai vu qu'on a plein de sujets dans notre tiroir. Allez, qui veut se lancer sur un des sujets? Moi, je suis chaud à proposer. C'est un lien assez rapide et qui est lié autour du plugin et de l'extension qui était présente dans Chromium, qui a un petit peu fait le tour de Twitter notamment. Oui, Twitter pas X. Le plugin qui est dans Chromium, dans la version open source de Chrome, celui-là. C'est ça. En fait, globalement, C'est vrai qu'on dit Twix maintenant. On dit Twix maintenant, pardon. Ouais, j'aime bien en vrai. Dans l'idée, pour résumer l'article parce que c'est un tweet du coup à la base. Pour résumer ce tweet-là, c'est une personne qui débarque, qui travaille sur Chromium et qui fait ces bizarres. Je suis tombé sur une extension dans le code de Chromium qui permet d'exposer à tous les sites qui sont incorporés dans le nom de domaine étoile.google.com toutes les infos hardware et plus
qu'un navigateur. Peut vraiment proposer toutes les informations hardware de Tous les qu'un métriques navigateur n'a système normalement pas et tout accès. ça? C'est ça, toutes les propriétés système. Et potentiellement, il peut faire plus que ça. Et du coup, en fait, c'est parti en mode, mais qu'est-ce que fait Google de ces données-là, sachant qu'à la base, ce plugin était prévu pour pouvoir faire fonctionner Google Hangout et Meet. Voilà, et du coup, de là, on est parti sur un débat de pourquoi cette extension est dans Chromium, qu'est-ce qu'elle y fait. Du coup, elle est forcément plus dans Chrome et ses dérivés, dans Brave aussi, et du coup, ça a suscité un petit peu... Attends, tu veux dire qu'il y a aussi sur Brave que s'encargue d'être un des navigateurs les plus respectueux de la vie privée de ses users et tout ça? Exactement. Et d'ailleurs, Brave répond dans le thread en disant bah, nous, à partir de la prochaine release, on va désactiver ce plugin en automatique parce qu'en fait, il n'y en a plus besoin pour utiliser Google Meet ou Google Hangout sur le browser. En fait, c'est pas quelque chose de requis. Et bien entendu, il n'y a pas eu de réponse officielle de la part de Google ni d'aucune équipe dev. Et bien entendu, bah, j'en ai pas vu en tout cas. Après, j'ai regardé ça plutôt de loin en me disant quels étaient les impacts et ainsi de suite. Et il fait un petit parallèle dans son thread parce que du coup, j'ai mis le premier lien, c'est un tweet dans lequel il s'auto-répond. Et justement, il parle justement de Zoom, d'autres trucs et des différentes affaires qu'il y a eu derrière. Et je trouve ça intéressant. Et il explique tous les navigateurs touchés, parce que du coup, il fait le tour des navigateurs. Donc, il me dit Chrome, Opera, Brave, Microsoft Edge, du coup, qui est une base Chromium est touché aussi. Ah oui? C'est assez intéressant, en vrai, de voir à quel point ça peut être assez violent dans sa propagation, quoi. Ça va, moi je suis sur Vivaldi là. Vivaldi, c'est pas une base Chrome, mais... Oh mon Si, Dieu! complètement. Et je sais que j'utilise Firefox en permanence et pour une seule feature qui était trop bien, c'est que du coup je peux faire matcher ma barre en haut avec la barre de recherche avec la couleur de la page web et je trouve ça tellement bien. L'esthétique est importante, Flo. C'est ça. Et du coup c'est quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait effectivement il y a un loup et c'est hyper intéressant. Voilà, je sais pas si on a plus d'avis là-dessus. C'était vraiment histoire de partager. Moi, ça... Tristement, ça me surprend pas trop. Non, pas trop. Ouais. Et après, ce qui est toujours surprenant et que ça fait écho à plein de projets, c'est à quel point quand tu commences à creuser dans des projets open source, tu peux trouver des choses comme ça et tu dis « Oups !» Et c'est un peu trouvé par hasard, quoi. Alors, je vais ressortir un peu les cartons, mais je repense à... parce qu'ils sont en train de développer un OS qui s'appelle Fuchsia, qui est censé remplacer Chrome OS un jour. Fuchsia, ouais. Et je me demande à quel point on n'est pas dans... ça sera pas imbriqué cette logique-là dans cet OS. C'est ce qui me fait un peu peur. Et il y avait un blog post, alors là je l'ai pas sous la main, qui parlait justement de ce qu'ils pensaient faire côté remontée de données de l'OS jusque Google. Et c'était un peu effrayant de pouvoir se dire, en fait, tu fais une recherche sur ton navigateur web et en fait, où tu cherches un truc dans son système de fichiers et ça fait des recherches chez Google et ça te propose des trucs et potentiellement des trucs que tu peux acheter ou autre pour de la pub, quoi. Mais c'est pas déjà le cas sous Android en partie, non? Parce qu'il y a déjà des choses pas mal. Enfin, j'avais vu des articles qui montraient qu'il y avait pas mal d'infos qui remontaient des smartphones sous Android, même si c'était brandé par quelqu'un d'autre que Google. Dans le noyau, il y avait des choses. Ah bon. Je saurais pas dire. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à Android. C'est le problème de Google, et c'est qu'ils nous ont donné des projets, des produits, des outils incroyables, notamment pour le développement. Mais moi, je suis toujours un tout petit peu partagé parce que on sent toujours qu'il y a un trade-off à un moment donné qui va arriver, ou alors pour les outils de développement, tout à coup le truc disparaît et voilà, le truc de développement est arrêté, il laisse les gens en race campagne. Donc je regarde toujours ce qu'ils font de manière très intéressée parce que c'est toujours, c'est souvent très intéressant, mais j'hésite toujours à utiliser leur techno, quoi. Sur les projets de développement et sur les outils de développement, c'est carrément ça depuis tellement longtemps. Des trucs superbes, mais tu ne sais pas quel jour ils vont décider que l'équipe qui les maintient elle est redondante et les lancer dans des oubliettes.
Et moi, je me clairement, souviens du lancement notamment de Google Cloud Platform. C'était une des premières offres accessibles à tous de cloud. C'était fin des années 2000, hein, je sais plus, c'était peut-être 2010, un truc comme ça, peut-être un petit peu plus tôt. Et c'était génial. Mais il y avait plein de limitations. Il fallait tordre son code dans tous les sens. Alors, développeur Java, en tout cas, il y a plein de trucs qu'on ne pouvait pas utiliser. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis un temps monstrueux à rentrer dans des standards quand d'autres acteurs se sont lancés. Et en même temps, voilà, ils ont travaillé sur des projets type Kubernetes. Donc en fait, c'est type Kubernetes. Donc en fait, on est toujours très ambivalent. Moi, je suis toujours très ambivalent avec Google. Moi, je me souviens que quand Kubernetes a commencé à pousser, une des choses qui m'a attiré plus l'attention, c'est le fait que Google, là, ils ont fait le bon choix. Plutôt que les sortir Ouais. comme un projet open source Google, ils sont poussés pour qu'il y ait la CNCF qui se crée, Ouais. pour que ça soit une gouvernance collaborative. Et ça me semble déjà une très bonne garantie pour Kubernetes, mais aussi un aveu de, on sait qu'on n'est pas bon pour maintenir ce type de projet et que en plus les gens vont avoir du mal à nous faire confiance. Donc là, c'était, tiens, ils ont fait les choix intelligents. Mais je pense que ça montre qu'il y a des individus chez Google qui sont probablement pas complètement alignés avec cette politique qui fait que certains projets sont comment dire, récupérés ou transformés de telle sorte que tu perds tout l'intérêt du truc. Et donc là, ils ont manœuvré pour faire ça, quoi. Quand le truc était encore pas trop prévalent. Mais bon, c'est... après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Kubernetes, c'est une réécriture par des gens qui sont partis de Google, de Borg. Exactement, oui. Et c'est quelque part, c'est comme le projet Prometheus, qui est une réécriture. Alors, je sais plus, c'est pas de Monarch, par un ancien Googler. Et en fait, ça apporte cette vision qui est assez intéressante, même si elle est potentiellement un porte à débat, de venir refaire des outils qui existent, qui en open source, et t'as Google qui revient se remettre dedans en disant bah c'est quand même venu de chez nous et on aimerait piloter le truc, mais en même temps des fois tu poses des questions d'un point de vue technique qui sont potentiellement discutables sur est-ce qu'ils te font pas perdre du temps la communauté open source pour en fait qui débarque sur le prochain truc, et juste toi t'as perdu ton temps à faire du Kubernetes, parce qu'avant avant que Kubernetes arrive t'avais j'ai oublié le nom, je crois que c'est pas Nomad Nomad, oui, Nomad, c'est... qui faisait à peu près le même taf, alors potentiellement moins bien, je sais pas, j'en ai jamais fait, mais pour le coup de ce que moi j'en connais, conceptuellement c'est censé faire la même chose, quoi. Et potentiellement, tu vois, tu fais perdre du temps à l'industrie comme ça, quoi. Ouais. Je suis pas assez cynique, je suis un peu trop bisounours pour penser à ce que ce niveau de machiavélisme puisse être Non, mais réel. il y a pas mal de précédents quand même sur ce genre de problématique, de créer une entité à part pour gérer quelque chose d'important. Il est toujours de bon ton de critiquer IBM, mais c'est les premiers qui ont fait ça quand même. La fondation Eclipse, à la base... La fondation Eclipse, c'est l'idée, quoi. Ah, mais là, on Oui. montre qu'on fait partie de bien, mon ami. Mais oui. Ouais, c'est clair. Non, mais Eclipse, c'est l'idée, mais aujourd'hui, c'est plein de trucs. Il y a plein de projets qui sont dedans, dans la fondation Eclipse. Hein. Mais à l'origine, c'était, voilà, quand ils ont sorti l'idée d'IBM. Moi, je suis assez vieux pour avoir utilisé Visual Edge. Hein. Donc, moi aussi, Visual Edge for Java, c'était mon premier éditeur Java. Voilà, la exactement. première fois que j'ai gagné de l'argent en Codan, c'était avec Visual Edge for Java. Et, et donc voilà, et on voit aujourd'hui pas mal d'acteurs du monde open source. Alors moi, je vais parler de mon ex-employeur Red Hat. Il y a des décisions autour de projets plus ou moins stratégiques de se déplacer vers des fondations. On pense à Quarkus, ils sont en train de réfléchir à le bouger dans une fondation. Alors peut-être moins utilisé, mais toute la partie de gestion des workflows, Cogito et tout ce qu'il y avait derrière, KIO, je crois que ça s'appelle. On suit ça de près parce qu'on l'utilise sur un projet. Ils sont en train de bouger, ils sont dans le processus d'aller sur Apache. Apparemment, ça a l'air d'être très, 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 très compliqué. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal avec les process. Tous les fondations parce que nous, on a essayé de contribuer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement focus. Pratiquement toutes leurs tâches, c'était s'aligner sur les processus. Mais bon,
Je pense qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui dans le monde open source de trouver des moyens de rassurer les gens sur la pérennité des technos. Et la seule façon, enfin la meilleure façon, c'est peut-être pas la seule, la meilleure façon de le faire, c'est de le donner à un tiers indépendant. Et donc Complètement d'accord perdre la là-dessus. Ouais. gouvernance, ce qui est accepter de perdre de la gouvernance, c'est quand même un truc, voilà, c'est courageux. Mais je pense que ça a aussi une réalité business, quoi. Quelque part, t'investis moins de temps et d'argent à maintenir quelque chose que des gens peuvent maintenir à côté, tu vois. Donc ça sera le métier, tu vois, et ils sont freelancés autrement. Autrement dit, c'est pas la même ligne comptable. Et aussi, c'est ça bon, donne ouais. une garantie. Si tu veux avoir des mainteneurs, comme Antoine a dit, si tu veux que d'autres personnes contribuent, moi, je vais aller plus naturellement contribuer à un projet qui est dans une fondation que contribuer à un projet qui est dans une entreprise et que demain, il peut nous faire un Redis. Si tu vois ce que je veux dire avec faire un Ouais, Redis. ouais, bah, ça, c'est bien, terrible, ce ça. que tu dis. Terrible. Redis, Est-ce qu'on c'est n'en terrible. parlerait pas du coup? Pardon? Bah, Est-ce qu'on n'en parlerait pas de on peut Redis parler de ce qui s'est passé avec Redis. Mais pour, On a pour, déjà euh, dit un pour- juste épisode, pour, mais on peut revenir carrément parce que juste ça, pour- la blessure juste- est ouverte. juste pour clore le sujet sur le move Quarkus vers une fondation, aujourd'hui on voit qu'il y a quand même un nombre assez important de contributeurs à Quarkus qui sont principalement des salariés Red Hat. Je pense que quand il aura bougé, ce sera toujours le cas, quoi. Mais ça permettra à des gens de venir de manière plus sereine contribuer au projet, ce qui est déjà le cas, hein, les contributions sont assez faciles à faire. Mais bon, on se pose toujours des questions sur voilà, à quoi on contribue, que va devenir le code qu'on fait, etc., etc. Et là, je pense que ça va ajouter de la transparence sur la destination du code, sa propriété intellectuelle et sa gouvernance, quoi. Je pense que c'est une garantie forte. Et revenant sur Kubernetes, pour moi, une partie du succès de Kubernetes, c'est carrément la CNCF et tous les projets qu'il a attirés autour, tous les développeurs qu'il a attirés autour et la énorme animation de communauté. Ah, je suis Parce que complètement s'il y a d'accord une là-dessus. différence pour moi entre la CNCF et d'autres fondations open source, c'est le fait d'organiser des énormes trucs, d'attirer les contributeurs, de les faire se rencontrer, des choses comme l'ancien KubeCon ou la CNCFCon. Et ils ont vraiment une façon de faire qui fait que c'est très agréable de contribuer carrément et que tu te sens en sécurité, tu sais que ça va profiter, entre guillemets, tout le monde quand tu contribues ton code. Et ce qui est plutôt beau dans Kubernetes et dans la SNCF, ce que je trouve vraiment bien, c'est là où ils ont été très très bons, de mon point de vue en tant que tech, c'est qu'ils ont réussi à mettre des abstractions un peu partout des interfaces. Ce qui fait que tu peux un peu décabler tout comme tu veux, et câbler ce que tu as envie, ou avoir ta propre implémentation de certaines briques des composants et autres. Ce qui fait que tu arrives, tu peux vraiment adapter à ton besoin. Et c'est là où vraiment ils ont été très bons, de mon point de vue là-dessus. Si tu veux de quoi être très bon, aussi dans des trucs que d'autres projets font, que d'autres fondations font, mais un peu moins, c'est forcer tous les projets à avoir des documentations assez bien faites, assez jour au jour. Je vois Erwan qui dit oui, et toi, en tant que geek autodidacte, tu t'es frotté à ça, à Kubernetes et à Sadok, non? Ouais, les débuts de Cube, ça a été pour moi le baptême du feu. Parce qu'on avait fait le choix dans l'ancienne association où j'étais de passer sous Docker, tout ce qui était VM historique, parce qu'il y a eu un piratage de l'État islamique de l'association à l'époque, et donc du coup j'avais eu pour mission de tout reconstruire derrière, et plutôt que de reconstruire à l'identique à l'époque, donc 2015. L'idée, c'était de se dire, on va partir sur du Docker. On a commencé sur du Swarm, et puis à la suite d'une DockerCon, je suis tombé sur Cube via Rancher. Je sais pas si vous connaissez la solution Rancher pour déployer. C'était les premiers les ranchers qui te permettaient de monter facilement ton petit cluster. Exactement. Ça a beaucoup changé depuis, oui, carrément. Ah ouais, c'était super facile à déployer. Donc tu avais une sorte de mini cube déployé. On a commencé à se lancer là-dessus. Après, on a commencé à internaliser ça sur des bare metal servers, et on a commencé nous à automatiser
avec l'association et comme beaucoup de petites équipes, même si on a essayé d'être agile, même si on a essayé d'être DevOps à fond, on s'est heurté à pas mal de problèmes. La V1 a été un échec, la V2 toussait fortement et la V3 a fini malheureusement chez AWS parce que au final on gagnait plus de temps à coder nos trucs qu'essayer de maintenir une infrastructure. Puis un jour, dans un TGV aléatoire que je devais pas prendre parce que j'avais eu du retard, j'ai rencontré une autre personne au bar qui lui aussi ne devait pas prendre ce TGV, qui s'appelle Quentin Adam, et qui m'a présenté la solution Clever Cloud. Donc moi j'ai présenté ce qu'on faisait sous Kubernetes, ce à quoi il m'a répondu mais c'est de la merde. Je lui ai dit, écoutez monsieur, c'est compliqué de dire ça, j'ai quand même économisé pas mal d'argent. Il m'a dit oui, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et effectivement, après, on a regardé pour passer chez Clever Cloud pour faire des sacrées économies. Mais c'est vrai que Cube, l'avantage qu'il a eu pour nous, c'est que grâce à sa documentation et comme le disait précédemment, le côté plug and play où tu vas pouvoir brancher tes load balancers, tu vas pouvoir jouer avec tes règles comme tu veux. Ça, franchement, ça nous a vraiment grave facilité la vie parce qu'on a maintenu à notre pic d'activité pendant le Covid, sachant qu'on gérait des établissements scolaires dans plein de pays différents. Il n'y avait aucun établissement en France. Ça va de San Francisco jusqu'à Wuhan en Chine. Donc Wuhan, si vous connaissez pas comme petite ville, elle est réputée pour son laboratoire P4. Mais donc du coup, on a dû maintenir 400 microservices 24 heures sur 24 et on les a maintenus avec 1,5 ETP et pour un budget de 200K à l'année. Donc pour une petite association à but non lucratif, ça nous a permis de faire quand même beaucoup de choses sans mettre beaucoup d'argent et c'est vrai que pour le coup la documentation était vraiment bien écrite parce que en termes de développement, on n'y a pas passé beaucoup de temps. On a eu les expériences précédentes où on s'était nous cassé les dents avant, mais c'est vrai que la transition sur une sorte de pass qu'on a créé automatisé avec GitLab nous a fait économiser beaucoup de temps. Et là où c'était vraiment intéressant, c'est que si vous voulez derrière, on a dû acculturer, former tous nos collègues qui développaient dans les établissements dans le monde à ces technologies-là. Et l'avantage qu'il y a, c'est que Internet, il est sans frontières, les connaissances, elles sont facilement accessibles, et très rapidement, on a commencé à monter des pôles d'expertise avec des équipes qui après prenaient le relais et allaient former sur des bonnes vieilles commandes kubectl pour débugger quand il faut débugger. Et puis surtout déployer facilement et puis du coup nous ça nous a forcé à écrire aussi toute une grande quantité de documentation souvent en anglais mais des fois contextualisée dans différentes langues comme l'arabe ou autre. Mais au fait, des histoires comme ça autour des cubes et de l'écosystème, il y a plein. Et je trouve, voilà, c'est la CNCF, c'est en termes de fondation, moi, j'aime beaucoup la logique qu'ils ont pour faire grandir l'écosystème, pousser les projets, les rendre les plus complets possibles, c'est chouette. Et à côté, j'ai beaucoup aussi travaillé avec la Fondation Apache et c'est un peu le même retour qu'Antoine disait. En termes de procédures, c'est carrément compliqué, c'est extrêmement carré pour les meilleurs et pour les pires. Et des fois, les pires, c'est... Alors moi c'est plus côté dev, mais j'ai testé, comme Horacio, désolé. J'ai testé la fondation Apache et la fondation Eclipse, puisqu'on parlait d'Eclipse tout à l'heure. Ouais. Eclipse, c'est quand même un tout petit peu moins contraignant, quoi. Ils sont un peu plus souples sur leur procédure et quand moi j'étais au démarrage du projet Microprofile et j'ai vu la migration de Java EE vers Apache, vers Eclipse Jakarta EE, désolé. Et c'était beaucoup plus souple et beaucoup moins, passer 80% du temps dans la mise en place des procédures que sur Apache. Où effectivement, moi j'ai vu 2-3 projets démarrer sous Apache et des beaucoup plus petits, et c'était un enfer, quoi.
quelque part, merci pour la transition parce que ça me rappelle de vous dire, au cas où vous avez loupé, que Clever vient de rejoindre la fondation Eclipse. Tout à fait. Et voilà, et il y a plein de raisons. Il y a un joli article de blog que je vais vous mettre dans les liens et tout ça, mais une des choses, c'est aussi simplement le fait que c'est aussi la seule fondation qui a une vraie branche européenne. Quelque part, ça... Oui. Ça aide aussi parce qu'on peut dire l'open source, bah, ça n'a pas de nationalité. Oui, non, peut-être. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les règles qui s'appliquent à la fondation qui contrôle les codes des projets que tu utilises est loin d'être un sujet anodin. Ouais, c'est clair. Donc, on vous laissera aussi les liens. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'on avait plein d'autres sujets, sinon on va passer le podcast sur celui-ci, donc je vous propose de piocher un autre dans la liste. Antoine, tu me disais que tu voulais nous parler un petit peu des grands groupes, des clouds, de tes expériences, et surtout de la partie DevOps, que c'est un mot qui te fait triper, non? Ouais, donc alors, ouais, là, j'ai vu Erwan avec les yeux pleins de lumière sur son utilisation, sa découverte de Cube, etc. Et je comprends très bien. Hein. Moi, j'ai quitté en début février un gros projet qui va continuer sans moi parce qu'au bout de 3 ans, j'ai dû m'arrêter à cause du client. Et c'est un projet qui a commencé en 2021 et qui finira en 2030. Et donc, ce projet, c'est... Ouais. Voilà, ce projet, donc, c'est pour une très grosse banque européenne, le portage de toute sa plateforme comptable, de la faire migrer vers des mainframes qui tournaient depuis 40 ans, vers une architecture donc cloud, microservices. Donc, l'environnement cloud, c'est du Cube. Alors, c'est du Cube. C'est de l'IBM Cloud, déjà. Bon, je pense qu'à la base, c'est peut-être pas le meilleur socle, mais bon, c'est un socle qui fait le taf, mais qui a été mis à la sauce de la banque en question. Donc, ils ont un cloud privé qui s'appuie sur la stack IBM Cloud et dans laquelle ils ont rajouté tout un ensemble d'éléments de sécurité. Donc, il y a des VIP partout qui reproduisaient en fait ce qu'ils avaient dans leur environnement précédent, qui était beaucoup plus orienté bare metal, VM et compagnie. Et comme ils ont été poussés par leur directeur informatique d'aller très vite sur le cloud, ils ont, au lieu de dire on va réinventer des processus, ils ont porté les trucs tels quels. Donc, on s'est retrouvé, nous, à être un des premiers vrais projets à faire vraiment des microservices, avoir vraiment besoin d'utiliser de la scalabilité horizontale. Donc, notamment, il y a tous des processus d'ingestion de fichiers très, très volumineux. Et donc, l'idée, c'était évidemment de lancer plusieurs instances d'un même service pour pouvoir démultiplier en parallèle la lecture des fichiers. Et on s'est rendu compte que tous ces trucs-là qui allaient de soi, dans les environnements cloud, c'était un enfer pour le faire sur leur plateforme. Et en fait, en prenant du... Alors, sur le moment, on s'énerve, on finit par trouver des solutions, mais ça prend beaucoup de temps, ça consomme énormément de temps. Et on se rend compte que, en fait, le problème de ces groupes, et c'est pas le seul, hein, d'autres grosses banques et d'autres assurances, donc elles sont passées au cloud parce que c'est dans l'air du temps, on va dire, mais elles sont pas prêtes dans leur organisation à le faire. Donc on se retrouve à avoir une organisation qui date des années 80-90, très silotée. Donc on a donc les gens qui développent sont les études, et puis à côté on a l'environnement Ops qui sont complètement séparés, qui ont des missions différentes. Donc les gens qui développent, ils sont là pour livrer un projet, livrer de nouvelles fonctionnalités, etc. Et les Ops, leur but, c'est de faire en sorte que la prod ne tombe pas. Et c'est leur seul objectif. Donc tant qu'il n'y a pas une concomitance des objectifs et de dire ok, bon, effectivement, il faut que la prod ne tombe pas, mais vous devez également aider les nouveaux projets, on n'y arrivera pas, puisque tout nouveau projet, évidemment, est vu comme une menace. Mais c'était pas ça la promesse de DevOps il y a une dizaine d'années? Exactement. Et donc, il y a une étanchéité totale entre les devs
et les ops. Donc, du point de vue de la banque, il y a bien DevOps, mais en fait, il y a un gros slash au milieu. Et puis, même s'ils sont un peu écartés, c'est encore mieux. Et donc, on se retrouve avec des gens, en plus, qui n'ont pas été acculturés à tous ces outils, donc ils comprennent pas du tout. Donc, on se retrouve... Enfin, je vais vous donner un exemple. On s'est retrouvé à devoir expliquer que non, on n'allait pas faire des pods qui faisaient des reverse proxy pour permettre d'accéder à nos API. Et si vraiment ils voulaient, si vraiment ils voulaient avoir des comment dire, Des reverse des proxy, zones tu le bannes. différentes, des namespaces, des namespaces différents pour des raisons de sécurité entre ce qui était exposé vers l'extérieur et ce qui était en interne, il y a peut-être une Ingress, c'était peut-être un truc. Les mecs, ils ont découvert ça au passage, quoi. Mais ça a mis du temps, hein. Ça a mis beaucoup de temps. Je vous mets un lien Voilà. sur un site merveilleux qui s'appelle DevOps Topologies, qui explique d'une façon très graphique de différentes façons comme des grands groupes incorporent la culture DevOps et de différentes façons comme le DevOps s'est implémenté dans des grands groupes. Et je pense que vous trouverez plein de la description de plein d'endroits, de plein de topologies comme celle-ci, oui, ils sont des DevOps, mais en réalité, et voilà. Mais Et donc, attends, je finis juste parce que quand même, il y a des trucs un peu rigolos. Et donc, on se retrouve, par exemple, avec un environnement sous Cube, mais qui n'est pas du tout élastique. Mais c'est même pas pour des raisons techniques. C'est comme on ne sait pas facturer en interne l'utilisation des ressources CPU mémoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la consommation maximum du projet en termes de ressources et qu'on va tailler le cluster comme ça. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir un environnement, alors que chaque projet paye, hein, bon, c'est des soins en interne, mais bon, voilà, quand même, ça coûte un budget. Oui, c'est l'argent de Monopoly interne qui voilà, embête tout le monde en réalité. Trouve en fait, et donc de ne pas avoir de scalabilité, hein, de pas avoir de scalabilité, enfin facilement en tout cas, et tu te retrouves donc à avoir le pire de tout, quoi. Donc tu es dans un environnement qui serait comme du on-premise, dans du cloud, et quand même, je suis désolé de vous dire ça, mais Cube c'est quand même pas le truc le plus simple de la Terre, mais cette complexité, tu l'échanges contre plein de trucs géniaux, mais tout ça c'est débranché. Donc t'arrives, t'as que la couche chiante et t'as rien de, voilà, c'est un peu le concept. Et je pense que c'est pas un cas isolé et c'est un gros problème. Et l'enjeu, je pense, il est d'arriver, et c'est compliqué, hein, d'arriver à créer parce que ça viendra pas du niveau Ops ou Dev ou autre, ça viendra du management, de créer du matériel pédagogique, de la vulgarisation pour faire comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça et comment il faut faire. Et évidemment, il ne faut pas faire un truc trop violent, il faut trouver des steps. Et je pense que ça, il y a un vrai défi pour pouvoir faire adopter des archis de type cloud, le risque étant qu'au bout d'un moment, et moi je suis en train de le voir, hein, que des gens fassent machine arrière en n'ayant pas compris qu'ils n'avaient pas du tout fait le truc comme il fallait, en disant en fait c'est pas du tout bien ça coûte plus cher. Alors c'est vrai que c'est pas toujours une source d'économie, mais c'est une source quand même de qualité de service et de résilience des plateformes. Mais pour tout ça, pour que ce soit là, il faut quand même mettre en place tous les trucs. Et je finis avec ça. Après, je vous laisse parler. Désolé. Non, mais le meilleur exemple, c'est au moment où on a, alors bon, je vous passe les détails. On a dû aller dans l'environnement de production, non pas pour mettre en service, mais parce que c'était le seul endroit où on pouvait avoir les vraies données qu'on devait manipuler. C'était impossible de les avoir ailleurs. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc on débarque dans l'environnement de production pour avoir un environnement de test. On a fait du test en production quand même, ce genre de truc. Ça nous a fait un peu hurler, mais on n'avait pas trop le choix. Et on arrive dedans et on se rend compte que tout à coup, nos pods, donc on a tout développé en Quarkus, on a optimisé et tout, et on gagnait des 10 millisecondes par-ci, 10 millisecondes par-là, et on découvre qu'en fait nos pods sont un peu incapables de communiquer avant 5, 10, 50 minutes, 2 heures maximum. C'était allé jusqu'à 2 heures, et on découvre que, alors on n'arrive pas à comprendre, on découvre en fait il y a une couche de sécurité qui a été rajoutée au-dessus de Cube, qui s'appelle Illumio.
et qui a été configuré pour faire un mécanisme, alors j'ai pas le détail, qui opère un mécanisme de convergence de l'ouverture des flux. Donc on parle de flux en interne au sein d'une application microservice qui n'est pas ouverte sur l'extérieur. Vous imaginez que la comptabilité d'une banque n'est pas ouverte sur l'extérieur. Et donc, donc cette convergence qui peut mettre jusqu'à 2 heures faisait qu'en fait, il était impossible de déployer à chaud, puisque quand on déployait un microservice, il pouvait mettre jusqu'à 2 heures Et on va voir la prod, on leur dit mais c'est vraiment un problème, et les mecs disent bah ouais, mais la sécurité avant tout. Donc en fait voilà. Donc les missions d'exploitation étant pour eux leur priorité absolue, le fait qu'une plateforme devient quasiment inopérable, c'est pas un problème. C'est pas un problème, Parce c'est que ça. parce qu'ils sont pas comptables de ça. Et je pense que tout ça doit être repensé, retravaillé pour qu'on tombe dans quelque chose de beaucoup plus vertueux et homogène, une vraie synergie pour utiliser des termes modernes, où on a vraiment du DevOps. Et donc, on a des ops qui sont embarqués côté dev et des devs qui, quand même, connaissent un peu ce que doivent faire les ops et de pouvoir travailler ensemble sur plein d'aspects de configuration, les M-Chart et compagnie. Et c'est surtout aussi des objectifs que l'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble pour faire avancer plutôt que nous sommes les gardiens de la prod et nous faisons que développer. Oui, la promesse était là et malheureusement, je l'ai vu mal implémenté aussi dans plein d'endroits. Le meilleur exemple de ça, c'est quand j'ai commencé à développer et que je suis arrivé du coup à OVH et on m'a dit tiens, les clés de la prod, ton soft tu le prends, tu le mets en prod, et j'ai switché de faire un dev pour la beauté du truc à faire un dev qui ne réveille pas la nuit. C'est quand même vraiment bien. Et du coup, tout ce qu'on se disait sur le cloud et tout, les gens qui reviennent en arrière, ça me fait un peu penser au lien, je l'ai mis dans le... Ah, je vais l'inclure dans les... Oui. Dans le backlog de nos liens. C'est We Are Living the Cloud de DHH, alors c'est le créateur de Ruby, qui explique que eux, ils sont allés sur le cloud, justement à fond, en se disant, bah du coup, on va construire notre produit microservice et tout, parce qu'en fait, j'ai une vision à faire ça. Et à l'opposé, du coup, ils en reviennent en disant c'était bien, mais pour gérer nos coûts, le service est bien, on a compris comment on voulait faire et tout. Pour gérer nos coûts, on va créer notre propre data center où on va poser nos infrastructures dessus, plutôt que passer par un cloud provider. Et je trouvais le lien hyper intéressant à lire, parce que ça donne tout un recul sur le fait que ouais, les cloud providers, c'est hyper intéressant, ça permet d'avancer, mais ce n'est pas forcément la seule solution qu'il y a, et surtout ça permet aussi de se dire qu'en fait c'est pas uniquement un problème d'implémentation aujourd'hui, c'est juste que il y avait les mainframes, aujourd'hui on arrive sur des cloud providers avec du Kubernetes et autres, potentiellement demain on va se dire que les mainframes c'était vraiment très bien, et on va revenir, il y a un moment où ça boucle comme ça. Mais t'as un vrai cycle. Moi je le vois, moi, parce que ça fait vous pouvez voir que j'ai un certain âge. Donc moi, quand j'ai commencé, Horatio, il a pas de cheveux, donc on voit moins. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire vraiment du dev professionnel, donc c'était le début des serveurs d'application qui venaient d'apparaître. Top 4 ou voilà. J'imagine. Et les gros qui étaient utilisés dans les projets d'entreprise, c'était des WebSphere serveurs. C'était le premier JBoss ou pas encore? Non, alors JBoss c'était un des plus légers. Enfin bref, il y avait tous ces serveurs qui avaient à cette époque-là étaient très très lents. Ils démarraient très lentement tous, on va pas non plus. Et donc le travail c'était de se dire, on va faire des trucs qui vont démarrer plus rapidement. Donc ils ont tous plus ou moins réussi à le faire. Et puis le cloud est arrivé. Et donc on s'est dit putain c'est génial, on va déployer des petits bouts de code qui vont dialoguer entre eux. Alors ce qui s'est imposé principalement, c'est les API REST, même s'il y a d'autres choses, ou en tout cas ou alors des traitements asynchrones avec un broker ou un truc plus compliqué comme Kafka. Et donc on dit ouais génial ça. Et maintenant mais comment je fais pour opérer ma plateforme, pour regarder ce qui se passe et tout, pour avoir un truc où un mec qui a pas besoin d'avoir une formation de 3 mois peut quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Et là on commence à se poser des questions sur
Oui, alors je vais mettre des trucs de télémétrie, je vais mettre une surcouche. Donc moi, j'ai beaucoup de clients où il y a du Dynatrace, qui est un outil assez génial, hein, mais voilà, on se remet au-dessus de Cube, on récupère de l'info, on la consolide, etc. Et moi, j'ai l'impression, et puis alors voilà, puis on a des composants qui arrivent, on a des trucs qui vont gérer les secrets, on a Vault, on a les COS, les machins et tout. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va recréer alors dans une autre philosophie évidemment avec beaucoup de standards, beaucoup de trucs comme ça, mais en fait on va recréer un serveur d'application énorme, qui est un orchestrateur de services, où on va avoir des outils qui vont être, j'espère à un moment donné, en tout cas il va y avoir des offres comme ça, et on voit qu'une solution comme OpenShift, elle va un peu dans cette direction. Où en fait on va retrouver ça dans une forme transformée, mais on voit vraiment ces trucs de cycle. On est content, on a tout cassé. Une fois qu'on a tout cassé, on se dit ah mais quand même c'était pas mal le truc avant, c'était pas ce qu'il nous fallait, mais il nous faut qu'on va petit à petit, brique par brique, recréer le même truc. Et je pense que c'est une tendance là qu'on va voir émerger dans les années qui viennent, avec des gens qui vont retourner vers des trucs plus monolithiques. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet problématique des modulites notamment. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais j'étais en audit chez un client. Ils étaient paniqués parce qu'ils avaient suivi tout le bréviaire de l'architecture microservice. En tout cas, en termes de développement, ils avaient fait vraiment des développements très, très, très unitaires. Ils avaient fait tout un développement hyper bien foutu en .NET. Donc, ils avaient leur petit truc, et c'était vraiment presque c'était des fonctions, quoi, unitaires. Ils disaient, c'est un enfer, on n'arrive pas à administrer ça, en plus on a des temps de latence énormes et tout. Et on dit, mais pourquoi vous avez conscience que vous avez même un petit problème de granularité quand même, il faudra peut-être repenser à votre truc. Et puis de dire, ouais, mais voilà, on a dit un microservice, une fonction, donc en gros, pratiquement un endpoint par microservice. Et à un moment donné, donc on discute, donc c'était de l'avant-vente. Et je leur dis, mais vous savez quand même que parce qu'ils parlaient de réutiliser le code. Je lui dis, mais vous savez quand même la base de la réutilisation du code avant d'aller partir dans les trucs comme ça, c'est vous faites une lib, alors un Nuggets ou .NET, vous le réutilisez. Les mecs, ils étaient là, ils redécouvraient qu'ils pouvaient faire ça. Je veux dire, vous pouvez éventuellement envisager d'avoir du code en commun, mais il y a une mise en commun parce que... Il veut dire que plutôt que faire une librairie, il faisait des appels à notre service. Ah ouais. C'est stylé. Ce truc-là, il n'y a que ce service-là qui l'utilise. Peut-être qu'il pourrait l'embarquer, etc. Et on se rend compte que ça rend les gens, ça peut rendre les gens dingues, ces paradigmes. Donc, si on se pose pas et qu'on prend pas de recul et qu'on regarde le truc, on va partir dans des délires. Et en fait, ça joue contre le cloud parce qu'il faut faire une bonne utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a fait sur mon projet, c'est qu'à un moment donné, on n'avait pas trop d'idées parce qu'on était en mode très très agile, on va dire, pour rester poli. On n'avait pas trop l'idée du découpage d'un certain nombre de services exposés à nos clients, enfin au browser, puisqu'il y a une partie front dans le truc. Et on s'est dit, bon, au lieu d'anticiper un découpage, on va faire un gros service qui fait tous les trucs, et à un moment donné, il va se dégager des fonctions, et ça sera plus simple de les couper à ce moment-là. Et un peu, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est plus simple de partir sur un truc un peu monolithique, certes, et puis après, si le besoin s'en fait sentir, de le découper en plusieurs services, que de partir avec une myriade de petits trucs qui n'ont pas de sens. Et on se dit, en fait, celui-là et celui-là, ils iraient bien ensemble, mais maintenant, ils sont à l'autre bout de la Terre et on ne pourra pas le faire. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'expérience et qui ne sont pas trop évoquées. On pourrait appeler de l'architecture. Et quelque part, je pense que le rôle des architectes a encore des beaux jours devant. C'est clair. Après, il faut surtout qu'on arrive à acculturer toutes les couches décisionnaires qui prennent. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal d'expliquer comment justement passer du monolithique au microservice. Ça a été mon cheval de bataille pendant un long moment. J'avoue que ça va être un peu débile ce que je vais dire, mais moi, ça a été les petites BD Kubernetes qui ont été faites par la fondation. Ouais, et ça, moi, je les ai donnés à ma DG, ils les ont lus. C'était adapté à leur niveau technique, j'entends, et ça m'a permis de commencer à casser pas mal de choses, parce que quand tu essayes de faire venir de l'agilité dans le monde de l'éducation nationale, qui est très siloté, très structuré, ça a été très, très, très compliqué. Donc, c'est vrai que ces petites touches d'acculturation par BD, petite vidéo simple à
à hauteur technique de tout le monde tant qu'on comprend le principe. Pardon. Et ça c'est vraiment très bien. Par contre, il y a un downside enfin il y a l'autre versant de cet aspect-là, c'est que à force qu'on se rajoute des couches d'abstraction, de couches d'abstraction en couches d'abstraction, on en oublie justement la technique d'avant, les bonnes pratiques d'avant, et comme le disait Antoine, on se remet à réinventer une roue, même si en fait on est en train d'inventer une roue carrée parce que on a oublié qu'on savait déjà faire des roues rondes avant. Ça caricature un peu le trait, mais je veux dire, le Kubernetes n'est qu'une abstraction au final d'une orchestration de Docker qui est lui-même une abstraction de LXC. Enfin, on voit bien qu'on est de couche en couche comme ça, de plus en plus éloigné au granulaire. Enfin, je veux dire, maintenant plus personne ne code en assembleur, sauf les tarés comme moi peut-être. Mais on est encore des poignées parce que il y a un truc qui nous fait kiffer parce qu'on a découvert ça quand c'était notre moment. Maintenant, on en est à la mode du no-code où les gens, en fait, ne savent même plus coder, ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est qu'une boucle itérative, mais du fait du no-code, d'un enchaînement de choses, vont arriver à faire des choses. Est-ce que le code va être de la meilleure qualité et c'est le meilleur code qui aura été codé? Sûrement pas. Par contre, ça permet quand même d'envisager un accès à tout le monde d'un produit digital. Ce qui est quand même un peu l'objectif au final de ces technologies. Enfin, selon moi, plus il y a de personnes qui codent, plus il y a d'outils, plus il y a de réponses à des problèmes. Et je pense qu'il y a deux axes pour essayer de limiter la casse là-dessus et de faire en sorte qu'il y ait des meilleurs usages. L'axe dont je parlais et dont tu parlais aussi, c'est d'acculturer le management. Il faut que les grands décisionnaires et le middle management, qui n'est pas technique, mais qui est quand même être en mesure de comprendre les enjeux techniques et cette acculturation. Donc il y a une forme de vulgarisation qui est assez coûteuse à faire, parce que c'est toujours casse-gueule la vulgarisation. Tu te retrouves à faire des analogies qui peuvent être un peu scabreuses. D'une part, et d'autre part, je pense que les techs, ils doivent être meilleurs. Et pour être meilleurs, il y a un truc qui est souvent négligé, c'est l'historique des technos qu'ils utilisent. C'est pourquoi aujourd'hui Kubernetes a cette gueule-là. Pourquoi quel problème ça a voulu résoudre? Et en fait, de se mettre ça en perspective et de pas dire c'est pas important, je prends le truc, il est là, je l'utilise, ça permet d'avoir une espèce de, sans rentrer dans les détails, une espèce de perspective qui te permet de dire oui, en fait, on a voulu résoudre ça, etc., etc. Donc, en fait, je tire bénéfice de la plateforme parce qu'il y avait ce problème, et maintenant, il y a peut-être d'autres problèmes à résoudre, et je me rattaque pas à un truc qui existait déjà. Si on prend l'exemple, je suis désolé, je suis très focalisé sur le projet dont je parle. La banque dont je parlais, ils ont fait des migrations cloud à la sauvage. Donc ils avaient des applications qui tournaient sur des serveurs d'applications type WebSphere. Ou, je ne sais pas s'il y a du WebLogic là-bas. Bref, des gros serveurs d'applications. Ils les ont portés tels quels dans le cloud. Donc ils ont fait un putain de node pour foutre le truc. Et alors, après tout, pourquoi pas? Ils sont obligés d'aller dans le cloud. Bon, mettons. Mais en fait, ça a dicté toute l'architecture cloud pour le reste. C'est-à-dire que voilà, serveur d'application, architecture 3 tiers, pouf, pouf, pouf. Donc, je vais découper les trucs également quand je fais du microservice. Tu te dis, peut-être qu'on peut voir les choses différemment. Et en fait, il n'y a aucune réflexion. Les choses sont... Donc, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai un historique et je ne le fais pas évoluer en le mettant au goût du jour avec les pratiques courantes. Et réciproquement, je débarque sur une techno et je suis amnésique de tout ce qui s'est passé avant. Et je pense que ça, c'est des choses qui, pour nous, tech, dev, est assez délétère parce que ça nous fait perdre de vue l'objectif de la techno qu'on est en train d'utiliser et un peu sa direction. Alors que où elle est censée aller, alors il y a plusieurs directions possibles, mais voilà, pourquoi on a fait ça et où ça doit aller, quoi. Et donc, c'est pas un truc qui permet de découper les trucs en tout petits morceaux, ni de mettre des gros monolithes. Et en faisant ça, on résout ça et ça. Bon, ça reste très... Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail dans les deux sens. Il faut que le management... De prendre du recul. Et que les devs comprennent, les devs et les ops comprennent pourquoi c'est là, quoi. Et qu'ils s'apprennent à travailler ensemble pour reboucler avec les dernières choses que tu disais. Ça fait un joli projet. Je vous propose qu'on regarde vite fait quelques petits liens et on finit ce premier épisode. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y avait par là, par lien? Je vois
Flo, tu nous as mis un lien sur HAProxy 3, j'ai cru voir. Ouais, exactement. HAProxy est passé en version 3, a fait une release candidate, donc il y a 2 liens plus exactement. Il y a le lien de la release de l'annonce, et puis il y a le lien des nouvelles features qui sont dedans. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on a sorti la version 1 de Sozu et on est en train d'implémenter HTTP 2. On a une première implémentation qui va être bientôt testée en production. Et ce que je trouve hyper intéressant dedans, alors il y a plein de choses qui concernent les certificats TLS, des choses comme ça et tout. Et il y a d'autres choses qui m'ont fait beaucoup plus tiquer. Et c'est pour ça que j'ai mis les liens dans le backlog de Maglev et autres. En fait, dedans, il y a des améliorations des sticky tables. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais Ah non, mais là, potentiellement il va ça peut... falloir que tu expliques ça, version un peu plus détaillée, ou tu vas perdre la moitié de notre audience, et peut-être même certains des intervenants. Donc là, Oui, bien allez. sûr. Sticky table, en fait, les stick tables, l'idée c'est de pouvoir partager entre les différentes instances HAProxy sur des machines différentes, l'état des connexions qu'elles ont en local. L'idée, c'est que si, pour une raison X ou Y, l'HAProxy perd ses connexions, par exemple, je sais pas, on arrête d'annoncer son IP parce que, en fait, on a décidé que cette machine-là allait rentrer en maintenance, et du coup, tout le trafic qu'elle gère disparaît votre part, il faut qu'on soit capable de ne pas couper ces connexions-là, qui étaient en cours, mais de pouvoir les faire toujours tourner. Et en fait, ces stick tables, ça te permet de faire ça. C'est hyper intéressant et c'est très puissant. Et pourquoi j'en viens à Maglev? Parce qu'en fait, dans les premières implémentations dans le papier de recherche de Maglev, qui est le load balancer de Google par ailleurs, ils expliquent en fait comment faire en sorte de ne jamais perdre ces connexions-là et quel est le design qui vient par la suite. Et ça fait écho chez moi parce que du coup, actuellement, côté Clever Cloud, on est beaucoup en train de travailler sur justement sur cette prochaine étape à arriver à Clever, de comment on va faire les load balancers nouvelle génération avec possiblement quelque chose qui est pas si jeune que ça. Voilà. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant dans HAProxy d'arriver à avoir des petits détails comme ça. Et pour en revenir à HTTP2, qui était déjà à la base ce que je voulais regarder, c'est qu'on en parlait avec Eloi, qui est une personne qui implémente pas mal, qui travaille pas mal dessus, la difficulté de ce protocole-là, qui sur le papier est beaucoup plus structuré qu'HTTP1, qui paraît beaucoup plus performant, mais qui est beaucoup plus dur à mettre en place. Et il y a beaucoup de talk de Cloudflare là-dessus sur YouTube, donc je vous laisserai chercher, j'ai pas les liens là tout de suite, qui explique la difficulté. En fait, c'est pas d'implémenter le protocole en lui-même, mais c'est de gérer tout ce qui est congestion. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en roaming dans un train en train de vous balader et qu'en fait votre connexion c'est du 10 mégaoctets et encore par seconde, je suis gentil, tu vois. Et que en fait, vous, on essaie de vous envoyer, je sais pas, une centaine de mégas. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère la priorisation et tout? Et c'est là où, en fait, HTTP1 est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant là-dessus. Il y a justement cette gestion des congestions est hyper intéressante. Et on le retrouve chez Cloudflare comme problématique, chez Google. On en a Chrome et Firefox qui en parlent aussi un peu de l'implémentation côté client sur notamment la priorisation des flux, des streams au sein d'une seule connexion et des requêtes. Et en fait, dans l'annonce de HAProxy, ils en parlent comme quoi en fait ils ont refait des modifications sur le protocole parce qu'en fait c'est quelque chose de pas simple, même si maintenant ça fait quelques années que ça existe, et avoir vraiment quelque chose qui fonctionne bien est vraiment déjà pas mal. Et du coup en fait je voulais en revenir là parce que c'était vraiment cette côté très difficile où on se dit on va faire du HTTP2, on va gagner en perf, ça va être bien. Bah pas forcément en fait, il y a des cas d'utilisation où ça marche juste pas. Bah c'est pas, vous allez pas gagner, voire vous allez même dégrader vos performances. Et je pense notamment à tout ce qui est téléchargement par exemple. Si vous avez vous téléchargez des images par exemple depuis un S3 ou autre, faire de l'HTTP2, bah ça réduit les perfs par exemple.
C'est contre-intuitif. Ok, merci Voilà. Flo. Bon, Et c'était le petit passage achat proxy du coup. allez, un dernier lien D'accord. pour finir, Flo, Erwan. Erwan, peut-être Bah écoute, je sais pas si ça rentrait dans les catégories des liens que tu attendais. Et moi, il y avait un outil que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup qui s'appelle Manifold, qui est un digital asset management 3D. Parce que je fais pas mal de jeux de rôle, tabletop à l'ancienne. Et le Papa Noël m'a apporté une imprimante 3D et je suis super content, sauf que je me retrouve à avoir 1 milliard plus 12 de fichiers, tous rangés dans des sous-dossiers, rangés, entre J'ai le même guillemets. collègue que toi, donc tu vas me donner solution parce que là, voilà. je suis... Et, Non, mais et c'est du coup, incroyable, c'est incroyable. Vas-y. Et donc du Attends, ça coup fait longtemps. le truc est génial parce que un digital asset management c'est tout simplement une bibliothèque d'assets que tu veux, mais là c'est spécialisé 3D, objets, STL, Key2Box, enfin bref, il les prend tous. L'avantage c'est que tu as la possibilité de lui créer des règles parce que si tes dossiers sont organisés à peu près de la même façon, mais il arrive à t'auto-taguer tes fichiers en fonction du nom du dossier de façon récursive. C'est moi ça tourne à la maison sur mon serveur parce que j'ai un serveur Cube à la maison avec 70 services. Donc ça fait partie d'un de mes services là et ça me permet comme ça d'avoir toute ma bibliothèque. Quand j'ai besoin d'un personnage, d'un NPC, d'un monstre, tu tapes Dragons, Ice, Fire, il va automatiquement te chercher dans toute ta collection. Tu as le visualisateur qui te permet de passer d'un mode à l'autre. En plus, il y a ce côté un peu 80s que j'aime bien, vous savez, ce dégradé cyan, mauve à l'ancienne. Je me sens vieux d'un coup, mais c'est pas grave. Non, les années c'est 50, très- il y a Très 50. cyberpunk, c'est nickel. Ouais, voilà. Et donc moi je l'aime beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, la base, je l'ai fait évoluer sur du Postgre parce que ça avait besoin de crasher un peu plus. J'ai 1 Tera 2 de fichiers 3D et la base, franchement, gère bien. Je dis pas qu'il y a des moments, il y a pas un peu de maintenance à faire, mais dans l'ensemble, une fois que c'est rentré dans votre pipeline d'acquisition, parce qu'en plus, tu as la possibilité de uploader directement tes files 3D pour qu'il aille automatiquement les ranger. Et tu organises après par collection. Je suis abonné à des services Kickstarter ou Patreon, tu sais, où tu donnes $5 par mois et tu as accès à la collection. Et puis, oui, je connais. Voilà, j'ai la collectionnite aiguë, c'est-à-dire que même si le fichier, je vais pas forcément en avoir besoin là maintenant tout de suite, bah c'est bien que je le stocke. Donc voilà, c'est franchement un très bon outil, je le recommande. Moi, il tourne sous un pod Cube par rapport à l'image Docker qui est proposée et 30 minutes et t'es en production quoi. C'est vraiment easy. Bah écoute, moi, voilà, tu as au moins des autres rôlistes ici, Antoine et moi, et là, je suis preneur, et voilà, il y a les petits flots. Mais sérieusement, merci pour ces liens-là. Mais c'était nickel. Je pense que là, bah, c'est un bon moment pour dire à l'épisode suivant. Merci, Erwan. Merci, Flo. Et merci, Antoine, qui a un souci de connexion, mais juste à la fin. J'adore quand les plans se déroulent sans accroc. Nickel, on va rattraper. Merci à tout le monde. Antoine, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se voit très bientôt pour les sandwichs. Allez, à bientôt. Bisous. Merci pour l'invitation. Bye.